Bon, le titre, la question de l'immanence aujourd'hui entre neuroplasticité et Google. Bien, on pourrait expliquer le sens de ce titre en affirmant qu'aujourd'hui, si l'on veut penser avec les perspectives et les concepts philosophiques traditionnels, comme c'est le cas de l'immanence, il faut les greffer sur les nouveaux milieux scientifiques et technologiques. Cela est sans doute le but général de l'exposé. Mais il y a quand même un deuxième sens qui concerne directement le cœur de la philosophie de Gilles Deleuze, et en particulier les dernières années de son parcours, dans lesquelles émerge l'idée du plan d'immanence en tant que nouvelle image de la pensée, mais émerge aussi la perspective du cerveau comme devenir sujet de la pensée même. Or, je vais soutenir l'importance des neurosciences dans cette dernière période deleuzienne, importance qui devient une nécessité aujourd'hui si on veut étendre la philosophie de l'immanence juste à la technologie du web et à ses effets sur les processus d'individuation du cerveau. À ce titre, depuis les 1980, l'entrée du cerveau dans les écrits deleuziens montre une nouvelle phase de sa pensée. Il s'agit d'une phase ouverte, inachevée, mais en même temps féconde et qui a besoin d'être continuée. De ce point de vue, le cerveau, c'est avant tout un territoire dont Deleuze n'a commencé à parcourir que certains aspects, mais qui lui a été fondamental pour affronter les problèmes traditionnels de la philosophie, tout aussi bien que les questions brûlantes de la mutation sociale et en particulier des sociétés de contrôle, décrites dans le post-scriptum de 1990. Et ça, c'est Rhizome, c'est l'introduction de Mille Platon. Et c'est la première fois que le cerveau entre dans les écrits deleuziens dans une façon active. On sait que le plan d'immanence deleuzien se réfère à une métaphysique fondée sur l'immanence de Spinoza et qui est caractérisée par un plan d'affirmation de l'être. Autrement dit, chez Deleuze, le réel n'annonce aucune hiérarchie ontologique, l'être étant univoque, sans transcendance ni manque. Cependant, je ne veux pas examiner l'efficacité de la perspective deleuzienne sur le plan métaphysique. Il s'agirait d'ailleurs d'une tâche presque infinie et très dangereuse. En revanche, c'est le plan métaphilosophique de l'immanence qui m'intéresse, à savoir, en adoptant les langages deleuziens, l'instauration du plan d'immanence comme opération exclusive de la philosophie, ce que la philosophie doit revendiquer de droit. En particulier, Deleuze applique ses droits intellectuels jusqu'aux neurones et jusqu'aux synapses, en cherchant d'extraire de leur dimension scientifique les éléments nécessaires à la création d'un crochet toujours étranger au domaine de la science. Deleuze prend au sérieux la science, mais il dit aussi que la philosophie ne peut pas être expliquée par les données scientifiques. D'ailleurs, la philosophie ne peut non plus expliquer la science. Pourtant, la philosophie deleuzienne ne veut en aucun cas se proposer comme philosophie de la science. En revanche, la philosophie peut et même doit être philosophie avec la science. D'ailleurs, chez Deleuze, l'acte même de penser, c'est toujours une intersection des plans. Le plan de référence de la science, le plan de composition de l'art et le plan d'immanence de la philosophie. Qu'est-ce que le plan d'immanence? À la lettre, c'est néanmoins que l'image de la pensée, c'est-à-dire l'image que la pensée même se donne de ce que signifie penser. Si l'on considère le plan d'immanence en tant que condition pré-philosophique, la philosophie commençant avec la création des concepts, et non pas comme une dimension métaphysique, on peut se concentrer sur la dernière période de la pensée deleuzienne et envisager par cela les rapports avec les neurosciences. Ensuite, on pourra décrire ce que Deleuze n'a pas prévu jusqu'au bout, à savoir ce qui détermine la tâche et le rôle de la philosophie aujourd'hui, d'autant plus si elle veut recueillir l'héritage deleuzien. De toute façon, en nous référant à la dernière période du parcours philosophique de Deleuze, il n'est pas suffisant de se concentrer sur le plan d'immanence. Il faudrait aussi regarder le rapport entre le cinéma et la pensée, ou entre le cinéma et le cerveau. Bien, le cerveau. Le temps du cerveau se déroule chez Deleuze depuis Mille Platon
jusqu'à qu'est-ce qu'est la philosophie. Même s'il demeure presque inexprimé par l'autodescription que Deleuze a donnée de son parcours, et pas encore suffisamment pris en considération par la critique, je soutiens que ce thème a tous les droits et aussi la force pour représenter une espèce de quatrième étape de la pensée deleuzienne. Ça veut dire que, après une période d'histoire de la philosophie, avec les monographies désormais célèbres, une deuxième phase où la pensée théorique en tant que telle émerge, depuis différentes répétitions jusqu'à 1000 plateaux, quelque chose va se distinguer par rapport à la troisième étape officielle, signée par l'art et par l'accomplissement de la philosophie de l'immanence. On peut parler d'une quatrième étape parce que le temps du cerveau répond à de nouveaux problèmes et soulève des questions tout à fait nouvelles. Si la philosophie de l'immanence s'est accomplie avec ce que la philosophie, cependant, quelque chose fait résistance à cet accomplissement et fait signe vers l'avenir. Quoi qu'il en soit, chez Deleuze, quand la philosophie crée des concepts, elle mobilise aussi de nouvelles connexions et de nouvelles synapses. Voici alors le thème de la synaptogénèse, qui est la construction des connexions neuronales et qui permet d'introduire la notion de neuroplasticité, à savoir la capacité du cerveau de convertir et de modifier ses conjonctions synaptiques. Or, le signifié du mot plasticité, qui vient du verbe grec plastein, c'est vaste, puisqu'il va du modélage à la déflagration et implique toujours une force de changement qui peut être agie ou subie. Cela veut dire qu'un élément plastique, c'est une chose qui peut donner ou recevoir une forme. Or, la plasticité du cerveau regarde principalement l'efficacité synaptique et le fait que le cerveau, c'est un organe biologiquement déterminé à affaiblir ses propres déterminations biologiques. En fait, si l'on veut affirmer que le cerveau, c'est le résultat d'un plan génétique, et donc que tous les cerveaux humains se rassemblent, Marc Générot nous rappelle que ce n'est pas le cas d'affirmer que tous ces cerveaux devraient être identiques. Et je vais citer Générot dans les cerveaux intimes. La théorie de l'efficacité synaptique permet donc d'expliquer le modélage progressif d'un cerveau sous l'influence de l'expérience de l'individu qui le porte jusqu'à pouvoir, en principe, prendre compte des caractéristiques et des particularités individuelles de chaque cerveau. Il s'agit, j'ajoute, de ce mécanisme d'individuation qui fait de chaque cerveau un objet unique en dépit de son appartenance à un modèle commun. Fin de citation. Au niveau général, c'est Jeanneraud, Marc Générot, oui. Marc Jeanneraud qui a publié un livre qui s'appelle Les cerveaux intimes. Voilà, le cerveau intime. 2002, Édile Jacob. Au niveau général, la plasticité, c'est une qualité qui présente deux éléments, à savoir la prise de forme et la déflagration comme dissolution de toute forme. Il s'agit de deux pôles qui sont également nécessaires pour le processus d'individuation du cerveau. On le voit bien si l'on pense à l'explosion comme à une décharge énergétique dont Simon Don a expliqué l'importance dans la résolution d'une situation problématique. À ce propos, c'est intéressant de rappeler que la neuroplasticité a été expliquée par le neurologue Gerald Edelman comme la résolution d'un jeu de forces multiples. Il s'agit évidemment d'une explication nietzschéenne et donc deleuzienne du cerveau. Mais l'effet le plus important, c'est que d'après ce jeu de forces, on peut découvrir les statuts métaphysiques de la pensée dans son rapport avec le chaos. En fait, Deleuze nous dit que face à le chaos, la tâche de la philosophie, c'est d'acquérir une consistance, sans perdre l'infini dans lequel la pensée plonge. Cette consistance ne peut être acquise que par l'instauration du plan d'immanence, qui est la condition sous laquelle le sens a lieu. Et ça, comme dit, il y a un problème, parce que le plan d'immanence, chez Deleuze, c'est à la fois ce qui doit être pensé et ce qui ne peut pas être pensé. Et ça, c'est paradoxal. En fait, en suivant le raisonnement tout à fait paradoxal de Deleuze, tout ce qui peut exister face à la pensée ne peut être saisi que par ce plan d'immanence, qui cependant, dans sa forme pure et absolue,
c'est plongé dans le chaos, et donc il ne peut pas être pensé. Et pourtant, c'est seulement avec l'instauration du plan d'immanence que la philosophie peut saisir les événements, c'est-à-dire les singularités qui échappent au chaos. Or, chez Deleuze, le monde n'existe pas. En revanche, le monde comme cosmos. En revanche, ce qui existe, ce sont les singularités, à savoir les événements. Donc, seulement un chaosmos peut exister. Le chaos étant précisément le hiatus entre un événement et l'autre. C'est toujours par ce hiatus que l'événement arrive à la pensée, en passant du chaos au cas, c'est-à-dire à la singularité, à travers une prise de consistance. Et c'est bien la même prise qui fait passer de la virtualité chaotique au virtuel comme subjectivation de la pensée. Et je vais citer Deleuze-Guattari, qu'est-ce que la philosophie? Le virtuel n'est plus la virtualité chaotique, mais la virtualité devenue consistante, entité qui se forme sur un plan d'immanence qui coupe le chaos. C'est ce qu'on appelle l'événement. Et après, voilà, deuxième, l'événement est immatériel, incorporel, invivable, la pure réserve. Comme Catherine Malabou l'affirme, le fonctionnement neuronal, c'est un événement. Il doit faire l'événement et il crée les événements qui transforment les programmes génétiques. Nous y trouvons alors dans une zone où pensée et cerveau, concept et synapses sont presque indiscernables. Et c'est ça d'ailleurs l'enjeu encore inachevé de la quatrième étape de la pensée de Deleuze, à savoir penser le cerveau philosophiquement et la philosophie aux marges du cerveau. Mais pour Deleuze, comme pour Canguilhem aussi, et nous le verrons bientôt, il faut créer une réserve. On l'a nommé avant, l'événement, les immatériels, incorporels, invivables, la pure réserve. Qu'est-ce que ça veut dire, la pure réserve? Ces considérations métaphysiques sur le chaos, l'immanence et le virtuel, on peut les retrouver dans les discours de Deleuze sur le cerveau. Ce dernier, le cerveau, étant l'assiège des mouvements chaotiques dans lesquels la pensée est plongée. C'est bien le mot réserve, alors, qui peut fonctionner comme clé d'accès pour la perspective deleuzienne. Ce terme-là, réserve, étant utilisé par Georges Canguilhem à propos du rapport entre pensée et cerveau, et en particulier à propos de la tâche spécifique de la philosophie face au rôle de la neuropsychologie dans un moment historique, les années 80, où, comme Canguilhem nous dit, et je vais citer, de plus en plus des pouvoirs sont intéressés par notre pouvoir de penser. Fin de citation. Or, il ne faut pas penser cette tâche de maintenir une réserve face à la science comme quelque chose de spirituel ou de spiritualiste, à savoir comme une sorte de transcendance ou d'antériorité de l'âme par rapport au corps. À la limite, si on veut penser au sujet en se référant à l'antériorité, c'est opportun de considérer une autre affirmation de Canguilhem pour laquelle l'antériorité c'est l'extériorité renversée, mais non abolie. Donc, chez Canguilhem, comme chez Deleuze d'ailleurs, il s'agit de garantir un espace autonome à la pensée. Un tel espace, en tant qu'il doit être créé continuellement, atteint son autonomie uniquement par une surveillance sur les pouvoirs qui prennent pour objet le cerveau et la pensée. En adoptant le mot de Stigler et en nous référant au XXIe siècle, il s'agit de psychopouvoirs et de neuropouvoirs. Mais avant de soutenir cette ressort politique, c'est encore nécessaire de continuer la reconnaissance chez Deleuze du rapport entre philosophie et cerveau. Encore, à nouveau, qu'est-ce que la philosophie? Si les objets mentaux de la philosophie, de l'art et de la science, c'est-à-dire les idées vitales, avaient un lieu, ce serait au plus profond de fentes synaptiques, dans les hiatus, les intervalles et les entretemps d'un cerveau inobjectivable, là où pénétrer pour les chercher serait créer. Comme Jean-Pierre Changeux avait affirmé, l'intervalle ou la fissure ont un rôle décisif dans l'organisation cérébrale. L'information nerveuse doit dépasser les vides entre le transmetteur et le récepteur.
mais quelque chose d'aléatoire advient entre l'émission et la réception du message. C'est cet intervalle, selon Deleuze et échangeux, le champ d'action de la plasticité, de la neuroplasticité. Cependant, si on peut retrouver l'acte même de philosopher, à savoir la création des concepts, pour Deleuze, uniquement, nous dit Deleuze, au plus profond de fente synaptique, cela veut dire que le chaos, c'est précisément dans la fente synaptique. Ça, c'est la fente synaptique. Pour Deleuze, là, il y a le chaos. Le chaos, c'est précisément dans la fente synaptique. Mais ça veut dire aussi que la vie philosophique est située entre les synapses et le chaos. Et donc, c'est presque impossible de la retrouver dans les neurones, sinon une fois que le concept a été déjà créé. D'ailleurs, le cerveau de la philosophie deleuzienne a les mêmes caractéristiques du concept. Il est en état de survol sans distance, nous dit Deleuze. Une forme absolue qui se survole, comme la définissait Raymond Rouillère. Une forme en soi, nous dit Deleuze, qui ne renvoie à aucun point de vue extérieur, qui ne renvoie à qu'une transcendance. D'après cette description du concept, en montrant le devenir sujet du cerveau, Deleuze nous dit que le cerveau est l'esprit même. Or, quand Deleuze affirme cela, il n'est conçu l'esprit que comme empli de subjectivation, un repli du dehors dans le dedans. Mais si la pensée, d'après l'empirisme transcendantal, a toujours besoin d'un dehors qui l'engendre, ce dehors, c'est le signe dans sa brutalité qui passe à travers la matérialité du cerveau, c'est-à-dire la matière grise. Voilà l'ambiguïté du mot cerveau chez Deleuze. Le cerveau, c'est entre le corps et l'esprit. Il est entre les deux. Et il fonctionne comme une membrane, à savoir comme la limite d'un mouvement continu et réversible entre en dedans et en dehors. Comme Stigler a dit dans la dernière séance du séminaire, le cerveau, c'est l'organe de l'intériorisation, c'est-à-dire de l'inscription en soi du dehors. Cette qualité du cerveau, c'est aussi ce que Deleuze appelle subjectivation. Et elle rappelle directement l'expression de Canguilhem citée tout à l'heure, selon laquelle l'intériorité, c'est l'extériorité renversée. Voici l'axe Rouillère, Canguilhem, Deleuze, désormais explicité. Il s'agit d'un plan de résistance de la philosophie face à n'importe quelle réduction de la pensée aux données physiologiques. Et c'est ainsi que Canguilhem introduit la surveillance en tant que composant nécessaire au devenir sujet du cerveau. Dans la réflexion de Canguilhem, c'est d'ailleurs évident que surveillance signifie d'abord critique, et nous ne pouvons pas négliger l'actualité de cette perspective. À ce propos, la pharmacologie négative conçue par Stigler, en tant qu'analyse et reconnaissance du caractère toxique des pharmacas contemporains, qui sont aussi les rétentions tertiaires numériques, c'est bien une critique de plus en plus nécessaire au processus d'individuation du cerveau. En particulier, c'est bien en soulignant les effets de rétention tertiaire dans les termes de contrôle, de captation de l'attention, des court-circuits neuronaux qu'on peut comprendre les concepts de psychopouvoir et neuropouvoir, ainsi que l'enjeu du neuromarketing. Mais maintenant, c'est venu le temps de passer au cinéma. Il a tout à fait permis de soutenir que le parcours de la philosophie deleuzienne a trouvé dans le cinéma les éléments nécessaires pour aborder dans une façon optimale la question du dehors de la pensée, en tant que statut paradoxal de l'image de la pensée. Or, afin de se produire, cette nouvelle image de la pensée doit surgir depuis un travail qui s'agit à l'intérieur de l'image cinématographique. C'est le cas du passage de l'image mouvement à l'image temps. Or, chez Deleuze, dans le cinéma, l'image se rend autonome par l'intermédiaire de l'automatisme de son propre mouvement, à savoir le mouvement automatique de l'image. Dans l'image temps, Deleuze nous dit que le cinéma parvient à produire un choc sur la pensée, à communiquer au cortex des vibrations, à toucher directement les systèmes nerveux et cérébral. Voici la théorie de l'empirisme transcendantal du choc qui bouge la pensée appliquée au cinéma en tant qu'automatisme technique. En vérité, dans la théorie du choc, il y a déjà la nécessité du passage de l'image mouvement à l'image temps, c'est-à-dire du cinéma classique au cinéma moderne, dont Antonin Artaud serait le précurseur
tout en s'opposant à Eisenstein, conçu par Deleuze, Eisenstein, comme le plus grand réalisateur de l'image mouvement. Tandis qu'Eisenstein accrédite le cinéma du pouvoir de faire penser les tout, Artaud bouleverse l'ensemble des rapports cinéma-pensée. En effet, si la pensée dépend toujours d'un choc qui l'engendre, Deleuze nous dit qu'elle ne peut penser qu'une seule chose, le fait que nous ne pensons pas encore, comme aurait dit Heidegger d'ailleurs. Deleuze nous dit aussi que dans le cinéma classique, le tout c'était l'ouvert, dans le sens où l'ensemble des images et d'oiseaux chantent exprimées en tout changeant qui définissait le montage et par lui la puissance de la pensée. En revanche, dans le cinéma moderne, le tout c'est le dehors, en tant qu'interstice entre images. Deleuze nous dit, une image étant donnée, il s'agit de choisir une autre image qui induira un interstice entre les deux. Et c'est bien ainsi que le tout, en tant que dehors, correspond à l'entre-deux, ce qui est entre deux images et rend possible la fuite face au cliché ou au schème sensorimoteur. Il s'agit donc d'une fente, comme la fente synaptique, d'une fente qui regarde à la fois le cinéma et la pensée, mais aussi les rapports entre les deux. À ce propos, Deleuze met en relation le cinéma moderne et le cerveau à travers la notion de faux raccord. Qu'est-ce qu'est un faux raccord? C'est avant tout la connexion entre deux images distinguées ou disparates, c'est-à-dire privées d'un enchaînement sensorimoteur ou d'un lien spatio-temporel. C'est donc cette absence de lien qui engendre l'interstice comme dehors situé entre deux images. Si en effet, le cinéma dit classique opère avant tout par un enchaînement d'images et subordonne les coupures à cet enchaînement, dans le cinéma moderne, Deleuze nous dit que l'image est désenchaînée et l'interruption gagne une propre autonomie stratégique. L'interruption vaut pour soi-même et n'est plus subordonnée aux séries d'images. L'année dernière, à Marienbad, d'Alain Resnais, et plusieurs fois cité par Deleuze comme le film qui a montré les faux raccords. Qu'est-ce qu'un faux raccord dans l'image? D'un point de vue cinématographique, il s'agit d'un photogramme étranger par rapport à la narration et qui engendre un interstice. En revanche, d'un point de vue philosophique, il s'agit de quelque chose qui arrive du dehors et bouge la pensée. Deleuze souligne donc une affinité essentielle entre les faux raccords et les connexions synaptiques, conçues par lui tout en suivant Bruyère en tant que chaîne markovienne ou réenchaînement qui concerne des phénomènes aléatoires. Voici alors comme les faux raccords de Resnais peuvent être traduits sur le plan de référence de la science, en tant que micro-fentes, que Deleuze explique ainsi. Des mécanismes aléatoires s'introduisant à chaque moment entre l'émission et la réception d'un message associatif. C'était la découverte d'un espace cérébral probabilitaire ou semi-fortuit, un certain système. Fin de citation. En suivant Deleuze, la découverte d'un espace cérébral semi-fortuit implique l'idée d'un système multiple, rhizomatique, fragmenté, qui dévoile un ensemble de micro-pouvoirs plutôt qu'un centre ordinateur. Dans ce point de vue, comme toujours chez Deleuze, les passages politiques c'est bien facile. Mais revenons au cinéma. Dans l'image tente, nous trouvons l'interlacement le plus consistant des trois plans avec lesquels le cerveau affronte le chaos. Il va sans dire que tel entrelacement s'est pensé par Deleuze sous le signe de l'immanence. Sans aucune hiérarchie ou principe d'autorité, la philosophie, l'art et la science émettent des effets de résonance où, ce qui revient au même, elles engendrent des interférences créatrices. Voici le noyau de la question de l'immanence aujourd'hui et de la stratégie philosophique deleuzienne. Toutefois, ce qui manque au grand travail de Deleuze sur le cinéma, c'est une analyse strictement technologique. Autrement dit, si on considère le cinéma comme une technologie de l'image, et si nous observons le développement actuel des technologies numériques de l'image et de l'information, une question se pose. Quelle place doit avoir la technologie entre les trois plans? Le plan de
référence de la science, les plans de composition de l'art, les plans d'immanence de la philosophie. Sans prétendre donner une réponse exhaustive, on dira qu'on ne peut pas penser la technologie comme un plan à soi, car dans une perspective délésienne, elle n'affronte pas le chaos. Par contre, toute innovation technologique peut engendrer du chaos ultérieur, c'est-à-dire une ultérieure indétermination qui arrive tout en choquant la pensée, pour reprendre les raisonnements de Stigler. De ce dernier point de vue, on dira alors que la technologie ne peut pas être un plan parce que c'est déjà un pharmacon qui est toujours et à la fois au-dedans et au-dehors du plan. Et on arrive maintenant à Google. Ce qui rend problématique la perspective délésienne, c'est l'absence d'une considération adéquate du rapport entre le cerveau et les supports extérieurs par lesquels les rétentions tertiaires sont véhiculées et donc des automatismes sans ordre. On pourrait alors reprendre le sens le plus profond du rapport entre différence et répétition en tant que relation de la pensée avec les automatismes nécessaires à sa naissance, sur lesquels les rétentions tertiaires agissent. De cette manière, peut-être, on pourra penser à un empirisme transcendantal approprié à comprendre la technologie en tant que pharmacon de la pensée. De toute façon, la question stratégique de l'immanence aujourd'hui, qui est aussi la question de la philosophie à l'âge numérique, doit regarder les agencements entre les circuits neuronaux et les dates digitales, parce que c'est bien par l'intermédiaire de ces interactions que l'information devient un pouvoir, c'est-à-dire un moyen de créer de la richesse tout aussi bien que de la misère, à la fois économique et symbolique. À propos du rapport entre information et pouvoir, l'exemple de Google, c'est sûrement emblématique, même s'il est aussi trop complexe pour être traité d'une manière adéquate maintenant. De toute façon, ce que je trouve incontournable, c'est que Google, c'est une véritable machine capitalistique, non pas une machine désirante, qu'on l'aurait nommée Deleuze et Guattari, mais une machine heuristique, comme Stigler l'a nommé. Or, on peut également dire qu'il s'agit d'une machine à requête, et alors d'une machine à desiderata, comme l'on dit en latin, l'heuristique étant directement connecté avec le désir. Quoi qu'il en soit, une machine à desiderata, c'est une machine qui a la fonction de réélaborer et démodeler le désir des usagers. Or, j'ouvre une brève parenthèse, le pouvoir immense de Google sur les cerveaux sociaux, le General Intellect de Marx, est anticipé par un passage de qu'est-ce qu'est la philosophie. En effet, Deleuze et Guattari ont dit, dans les 1990, que les informaticiens étaient en train de mettre les concepts dans l'ordinateur. Et ça, c'est assez suggestif par rapport à notre époque. Mais l'important pour notre discours, c'est que, comme Deleuze nous a montré, chaque société aurait un certain type de machines qui la caractérisent. Les machines énergétiques appartenant aux sociétés disciplinaires et les machines cybernétiques ou les ordinateurs aux sociétés de contrôle. Or, Deleuze affirme aussi que pour comprendre ces différentes formes de machines, il faut analyser d'abord les agencements collectifs dont les machines ne sont qu'un aspect. De ce point de vue, chaque machine caractéristique d'une société révèle toujours une mutation du capitalisme. C'est ainsi que Deleuze met en place une symptomatologie de la technique apte à cueillir les raisons économiques et politiques du développement capitalistique. Mais malheureusement, une fois analysées les causes économiques, Deleuze nous laisse désarmés face aux effets des nouvelles technologies sur l'individuation psychique et collective de la population mondiale. Or, afin de saisir ces effets, il faut interroger directement la technologie que nous utilisons, en la considérant une copine, même si en tant que pharmacon, mais une copine du devenir sujet du cerveau. C'est exactement ce que Marianne Wolf a fait avec la lecture et l'écriture, Nicolas Carr avec Internet ou Frederick Kaplan avec Google. En particulier, Kaplan a montré clairement comment Google va modéliser et infléchir la langue pour créer un marché linguistique contrôlé et ainsi organiser la spéculation sur les mots. D'un point de vue linguistique,
et d'aujourd'hui aussi sémantique, si on pense à Google Knowledge Graph, nous nous trouvons dans une situation assez complexe qui réclame une nouvelle critique du rapport entre cerveau et technologie. Face à la plasticité neuronale qui subit les chocs tout en s'adaptant, mais aussi en adoptant de nouveaux circuits de transindividuation, Google n'exprime pas seulement une capacité de modulation des dates étonnante, mais il gendre aussi des effets de rigidité inquiétante, ce qui rappelle, mutatis mutandi, l'orthothèse platonicienne, dont Stigler a beaucoup parlé pendant les séminaires. En effet, Google et en général nombreuses nouvelles technologies du web vont ficher les mots, la syntaxe et la signification, tout comme Platon a fait avec la vérité, pour contrôler les processus de transindividuation. J'utilise ici le mot « contrôle » dans une perspective strictement deleuzienne, à savoir comme pouvoir qui à la fois favorise et exploite économiquement les processus de transindividuation. Alors, notre question se pose. Est-ce que Google, en tant que machine capitalistique, peut contrôler aujourd'hui la création même des concepts? C'est cette question qu'on devrait poser à Deleuze. Mais c'est aussi une question à poser ici, à l'Académie d'été. Il s'agit en effet de la question platonicienne de la République et de l'orthothèse. Or, on comprend bien que si les algorithmes de Google sont précisément des pharmacas, il ne faut pas faire de Google un pharmacos, c'est-à-dire un bouc émissaire de tous les malheurs ou de toutes les misères, y compris la misère symbolique. Autrement dit, il ne s'agit pas de supposer uniquement une république de Google, mais plus en général, on devrait penser critiquement à la république des automatismes, qui peut aussi devenir la république du neuromarketing. On retourne alors au problème de la physicité par rapport à la plasticité. Pendant les séminaires, nous avons vu, notamment grâce à Marianne Wolf et Nicolas Carr, que le cerveau humain est passé d'abord de l'absence de lecture au reading brain, et ensuite au digital brain, à travers les rapports entre neuroplasticité et nouvelles technologies d'écriture. Ce rapport a comme trait d'union l'automatisme, parce que c'est seulement avec l'habitude que l'efficace des connexions synaptiques peut augmenter. En outre, c'est précisément l'automatisme ce qui donne une certaine rigidité à la plasticité. Il s'agit, comme a montré Stigler dans les dernières séances du séminaire, d'une rigidité, d'une fixité absolument nécessaire pour la pensée. De ce point de vue, si la rétention tertiaire ou la technique en général, c'est toujours un pharmacon, c'est-à-dire, avec les mots de Bernard, un supplément élémentaire, mais en même temps dangereux pour l'individuation, tout aussi bien que pour la transindividuation, la pharmacologie négative, en tant que critique des effets toxiques des pharmacas, apparaît le complément nécessaire de la symptomatologie deleuzienne. On peut donc penser en perspective organologique, même en organologie générale, en utilisant encore une fois le mot de Stigler, qui met en place, sur un plan d'immanence, la physiologie, la neurologie, l'histoire des techniques, l'économie politique et libidinale. Il va sans dire alors que le passage suivant devra être la pharmacologie positive, c'est-à-dire un usage producteur d'autonomie à partir de l'automatisme. Avec les mots deleuziennes, sur l'immanence peut expliquer ce que peut un corps, elle devra aussi répondre à la question de ce que peut un cerveau. Nicolas Carr aborde la question de la neuroplasticité en s'arrêtant sur le phénomène de l'adaptation, selon lequel uniquement les connexions synaptiques les plus utiles seraient potentialisées et renforcées. Et c'est un point de vue darwinien. La plasticité dont Carr discute la dangerosité apparaît alors réduite à la flexibilité, c'est-à-dire à la capacité du cerveau de recevoir des formes ou des empreintes de l'extérieur. Il s'agit donc d'une capacité uniquement passive. En revanche, la plasticité, pour Catherine Malabou, on doit la revendiquer. C'est-à-dire qu'il faut connaître ce que le cerveau peut faire, comme il peut agir, et pas seulement ce qu'il peut subir. Cette considération constitue une opération tout à fait politique et très importante pour la philosophie d'aujourd'hui, en particulier si le phénomène de la plasticité cérébrale est divulgué dans le terme d'une économie de la flexibilité tout à fait spéculaire au marché du travail. Autrement dit, les qualités de la neuroplasticité sont les mêmes qualités qu'on s'attend de l'individu dans le monde du travail. Et alors, en suivant Malabou,
Se demander que faire de notre cerveau signifie d'abord considérer dans une façon très sérieuse la possibilité de refuser une culture économique et politique toxique qui ne fait rien d'autre que célébrer le triomphe de la flexibilité, c'est-à-dire de la précarité et de la soumission à toutes sortes de pouvoirs en soutenant les principes de la plasticité neuronale qui deviennent idéologie neuronale en tant que nouvelle vérité du capitalisme. Or, il y a un problème chez Malabou. Et Bernard a montré pendant les séminaires beaucoup de problèmes par rapport à l'organologie, par rapport à la rétention tertiaire. Mais je trouve un autre problème encore. Et c'est un problème chez Malabou par rapport à l'immanence. Et ce problème, c'est le même qu'on peut retrouver chez Antonio Damasio ou Joseph Ledoux. Malabou, en effet, se demande que faire de notre cerveau. Et non pas qu'est-ce que peut un cerveau. La différence, c'est à la fois subtile et profonde. Parce que si la question semble la même, du point de vue de l'immanence, tout change. On le voit bien chez Damasio, auquel Malabou se réfère plusieurs fois, ainsi que chez Malabou même. Dans ces auteurs, on peut dire que l'immanence, c'est au cerveau. Et ça veut dire que le cerveau n'est pas dans l'immanence, mais il devient une instance transcendante et autonome par rapport aux autres éléments du réel, à savoir aux autres organes, à la technologie, au milieu, etc. À ce propos, c'est utile de rappeler que chez Deleuze, l'immanence doit être pure, immanence à soi, tandis que chez Malabou, le cerveau apparaît comme une structure autogravée ou comme un organe qui s'autocultive. Mais les plans d'immanence n'autorisent aucune autonomie dans l'élément par rapport aux autres. D'ailleurs, considérer le cerveau comme organe en autonomie revient à ce que Stigler a nommé neurocentrisme, parce que d'un point de vue pharmacologique, il n'y a pas d'autonomie du cerveau que dans la dépendance ou à partir d'une forme de dépendance qu'on contracte avec un pharmacone, comme la rétention tertiaire. La plasticité du cerveau doit donc toujours se rapporter à la fixité des automatismes de rétention tertiaire, indépendants d'eux. Et je vais conclure et reprenons maintenant quelques passages fondamentaux du livre de Deleuze, Spinoza, Philosophie pratique, par rapport à ce que peut un corps. Mais nous le reprenons tout en pensant à ce que peut un cerveau. Il n'y a pas de bien ni de mal, mais il y a du bon et du mauvais. Le bon, c'est lorsqu'un corps compose directement son rapport avec le nôtre et de tout ou partie de sa puissance augmente la nôtre. Par exemple, un aliment. Le mauvais pour nous, c'est lorsqu'un corps décompose les rapports du nôtre, tel un poison qui décompose le sang. À bien le voir, on pourrait considérer ces commentaires célèbres comme l'entrée de la question du pharmacon sur le plan d'immanence. Et on pourrait alors considérer l'éthique spinozienne comme une forme de pharmacologie de la nature. Deuxième citation. Poison ou nourriture, avec toutes les complications, puisqu'un poison peut être une nourriture pour une partie de la chose considérée. Il s'agit de savoir si des rapports et lesquels peuvent se composer directement pour former un nouveau rapport plus étendu, ou si des pouvoirs peuvent se composer directement pour constituer un pouvoir, une puissance plus intense. Or, afin de ne pas se confondre sur le sens du mot nature chez Deleuze, voici ce qui est important pour notre analyse de l'immanence et de la technologie. Troisième citation de Spinoza, Philosophie pratique. L'artifice fait complètement partie de la nature, puisque toute chose sur le plan immanent de la nature se définit par des agencements de mouvements et d'affects dans lesquels elle entre, que ces agencements soient artificiels ou naturels. Il n'y a pas donc une différence substantielle entre nature et artifice. Or, dans les séminaires en ligne, nous avons vu que ces rencontres dont parle l'éthique, aujourd'hui sont presque toutes des rencontres technologiques, et donc, en suivant Stigler, pharmacologiques, d'autant plus qu'elles peuvent être bonnes ou mauvaises par rapport au sujet, c'est-à-dire au cerveau. Bien, alors nous pouvons développer la question de qu'est-ce que peut un cerveau en la traduisant dans la demande suivante. Qu'est-ce que peut un pharmacon sur le cerveau? Tout d'abord, un pharmacon peut écrire dans le cerveau, tout aussi bien que gommer ce qui est écrit en avant. Il peut aussi créer ou détruire des liens
des circuits nerveux, mentaux ou sociaux, en augmentant ou en diminuant la puissance d'agir du cerveau. Voici la rencontre entre pharmacologie et immanence. Pour conclure, une philosophie de l'immanence au XXIe siècle doit cueillir le sens et la valeur des technologies de l'esprit en leur donnant un rôle stratégique par rapport au cerveau. Autrement dit, l'immanence doit rencontrer la rétention tertiaire et doit la rencontrer au moment du choc, étant le choc, chez Deleuze, l'occasion qui bouge la pensée, qui permet la genèse de la pensée au-dedans et au-dehors du cerveau. Dans cette époque, est en vue de ce que Stigler a nommé le double redoublement épocal, comme passage heuristique de la pensée, immanence et organologie doivent trouver les moyens ou même les armes à partager pour penser à nouveau frais la technologie. À ce propos, une fondation organologique de la philosophie de la technique, ce n'est pas trop loin par rapport aux racines théoriques de Deleuze, au moins si l'on pense aux réflexions de Canguilhem et Desruyers à propos d'une philosophie biologique de la technique qui devrait être essentiellement organologique. Merci beaucoup pour l'attention.